Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième saison du balado Fidèle au poste. En fait, je vais nous présenter tout de suite. Donc, moi, c'est Marianne Richard, je suis intervenante externe à la Maison Alte Secours, puis je suis avec ma collègue. Moi, c'est Jade, je suis intervenante à l'hébergement à la Maison Alte Secours. On va vous mêler un petit peu là, cette année, considérant que les animatrices ont changé. Donc, l'an dernier, c'était Marie-Lou qui avait le poste en externe, maintenant, c'est moi. Puis Jade, qui avait aussi participé au contenu là, de la première saison avec nous, là, maintenant, va animer le balado avec moi. Donc, je vais juste rappeler un petit peu les services de la Maison de secours. Nous sommes une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. On en avait parlé un petit peu dans la saison 1 pour ceux et celles qui avaient écouté, mais on va quand même présenter les quelques services. D'abord, il y a le service hébergement là, dans lequel Jade travaille. Je ne sais pas si tu veux le présenter davantage. En fait, le service d'hébergement, c'est un milieu de vie communautaire où on accueille les femmes. On a aussi le service de la ligne d'écoute là, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm-hmm. Dans le milieu d'hébergement aussi, on offre beaucoup d'écoute, de soutien, d'accompagnement dans les démarches, que ce soit des démarches de logement, etc. Puis c'est un petit peu ce que moi je fais aussi en externe, d'accompagner les femmes dans toutes sortes de démarches. Donc, que ce soit dans les démarches au niveau du processus judiciaire, au niveau de toutes les démarches que je viens de nommer. Moi, dans le fond, je rencontre des femmes qui soit sont déjà venues à la maison d'hébergement, soit ils ont jamais eu recours en fait au service d'hébergement. Les femmes que je rencontre, ils sont des fois en questionnement par rapport à leur relation. Il y en a qui sont séparées depuis quelques années puis qui vivent des conséquences de la violence conjugale, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de conséquences. On en avait parlé aussi dans la saison 1. J'essaie d'encourager un petit peu le public à... Oui, on fait des petits rappels. Donc voilà. Il y a aussi un service jeunesse au sein de la Maison de secours. On a 2 collègues en jeunesse là, qui aident les mères et les enfants. Ils travaillent autant sur la relation mère-enfant que sur les conséquences que la violence a chez les enfants et chez la mère dans son rôle de mère. Les filles en jeunesse font aussi de la sensibilisation dans les écoles secondaires là, au niveau de la violence dans les relations amoureuses. Donc, qu'est-ce qui est sain ou qu'est-ce qui est malsain dans les relations. Puisqu'on sait que la prévention et la promotion, c'est important de commencer très jeune. Ensuite, on a une collègue en sensibilisation là, qui fait les apparitions, par exemple, à la radio, qui sensibilise en fait dans tous les milieux. Là. Donc, voilà. Un petit rappel, en fait, là, d'où part le balado. À la base, c'est une initiative pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Ça a été créé à la suite d'un sondage là, sur l'opinion populaire qu'on a fait l'année passée. Ce qui en est ressorti du sondage, en fait, qu'il y avait encore beaucoup d'inégalités entre les sexes, que les gens ne connaissaient pas encore beaucoup. C'était quoi le féminisme, que c'était encore mal vu d'être féministe. Le but aussi, c'est de vulgariser tous ces termes-là puis de pouvoir rendre ça plus accessible à la population. On sait aussi que le balado, encore cette année, on le lance dans le cadre là, des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, on est dans les débuts des 12 jours cette année pour l'édition 2025, qui est la 17e édition cette année. Les 12 jours, c'est une campagne qui a été lancée là, en 2008. Puis, on sait que ça débute le 25 novembre, en raison de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a été lancée là, en 99 par les Nations unies. Puis, ça termine le 6 décembre, là, pour ceux qui se rappellent, là, en commémoration pour la tuerie qu'il y avait eu à la Polytechnique, là, où 14 jeunes femmes ont perdu la vie puisqu'elles étaient femmes. Donc, voilà un petit rappel sur ce que c'est la campagne des 12 jours. Donc, dans le cadre des 12 jours, en fait, évidemment, notre balado va aborder différents thèmes là, au niveau de la violence faite aux femmes. Je vais pas spoiler tous les épisodes, mais on va parler de l'évolution des masculinités aujourd'hui en 2025. On va aussi parler de la prévention des homicides en contexte conjugal et familial. Et plus encore, en fait. Donc, je vais y aller comme ça pour le moment. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on parle de la violence qui est basée sur les genres. Pour introduire ça un peu, là, la violence basée sur les genres, ce qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, c'est que les hommes aussi vivent de la violence, qu'il manque de ressources d'aide pour les hommes. T'sais, nous, on se le fait beaucoup demander en maison d'hébergement. Est-ce que ça existe des maisons d'hébergement pour les hommes? Il y a d'autres préjugés aussi qui sont véhiculés. Ce qui est important de se rappeler, en fait, c'est que les statistiques parlent encore aujourd'hui. Les femmes sont surreprésentées dans les contextes de victimes de violence. La violence est différente, là, qu'elle soit commise par une femme versus un homme. Il existe aussi des ressources pour les hommes, mais contrairement à ce qu'on entend normalement, mais ça, c'est pas nécessairement, là, nous, on est ici pour parler de notre mission puis notre raison là, d'être en tant qu'organisme, là, mais oui, il existe des ressources pour les hommes aussi, là, c'est juste pas notre mission. Puis c'est important de rappeler aussi que, tu sais, on se ferme pas nécessairement les yeux sur les femmes, sur le fait que les hommes puissent être victimes de violences. En fait, c'est juste que, comme tu viens de le nommer, on laisse le mandat et la mission à ceux qui appartiennent. Puis que ça va arriver des fois qu'on a des appels là, à la maison d'hébergement, comme tu l'as mentionné tantôt sur la ligne d'écoute, puis qu'on va se faire poser la question, puis nous, on va référer à la bonne place. Puis je vais juste faire un lien aussi avec l'épisode 6 dans la dernière saison, avec Sébastien Ouellette, qui est directeur là, au CRH Optimum, où lui en parle davantage, en fait, des services pour les hommes. Là. Donc, voilà. Oui. Puis un petit peu pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, on sait par exemple qu'en 2023, il y avait
environ 27 000 personnes qui avaient été victimes là, d'infractions en contexte conjugal dans leur vie. Puis là-dessus, il y avait 20 000 femmes versus 6 000 hommes environ. Donc, on voit que c'est la majorité quand même des femmes qui sont encore victimes aujourd'hui. Il y a quand même une grande différence aussi qui s'explique là, dans le risque qui est plus élevé pour les femmes de vivre de la violence sexuelle, qui est une grande partie aussi là, des statistiques qui expliquent pourquoi, dans le fond, les hommes en vivent moins. Il y a aussi plusieurs facteurs, en fait, qui peuvent faire en sorte là, que les femmes ils ont une vulnérabilité supplémentaire à vivre de la violence. En fait, on en voit beaucoup au sein de notre organisation, là, des facteurs de vulnérabilité dans les portraits des femmes qu'on rencontre. Tu sais, je vais juste le rappeler parce qu'on en avait parlé aussi dans la dernière saison, mais il n'y a pas nécessairement de portrait typique pour une femme ou même pour un homme pour vivre de la violence. En fait, peu importe ta classe sociale, ton statut socio-économique, peu importe en fait ton origine, tu peux être victime de violence en fait. Donc voilà, mais tu sais, il y a certains facteurs de vulnérabilité aussi, tu sais, surtout au niveau sociétal. Tu sais, on sait d'abord qu'il y a encore des écarts salariales entre les hommes et les femmes, puis que quand même qu'on voudra, en fait, que la femme en tant que telle voudra sortir de cette situation puis gagner un meilleur salaire, mais souvent le système le permettra même pas. Il va demeurer quand même une barrière structurelle qu'on ne pourra pas dépasser nécessairement, mais qui va laisser la femme dans une position un petit peu d'infériorité par rapport à l'homme. Puis c'est là que va se créer souvent la violence économique qu'on parlait, la dépendance financière, que le contrôle économique de l'homme va demeurer puisque le salaire va être plus grand, donc la femme va devenir davantage dépendante. Au niveau financier, en fait. Là. Oui, puis il y a aussi la socialisation qui a un grand rôle à jouer là-dedans. Là. L'homme est socialisé encore aujourd'hui à être dominant, à refouler les émotions, sauf à laisser paraître, en fait, les émotions comme l'agressivité, la colère, ça, c'est très prôné, mais à laisser passer, les émotions, la tristesse, tout ça, la vulnérabilité, à plus les cacher. Puis on l'entend souvent aussi, le fait que la violence, il y en a beaucoup aussi qui ont intégré le fait que c'est comme, je vais le mettre vraiment entre guillemets, vous les voyez pas, mais je l'ai dit, que c'est encore normal puis typique pour un homme de l'utiliser. Ce qu'il faut déconstruire. Tu sais, la violence, c'est pas une émotion, en fait. Là. Donc, je vais le répéter encore une fois, il n'y a pas de cause au fait de commettre de la violence, que la colère, l'agressivité, c'est une émotion qui est, oui, normale, qu'on vit toutes, mais que la violence, c'est un choix de comportement qu'on va utiliser, là, en fait, dans l'intention de brimer l'autre, de priver l'autre, d'avoir un contrôle puis un pouvoir. Donc, c'est faux, en fait, que ça fait nécessairement partie du fait d'être un homme, de commettre de la violence. Là, Oui. Puis un autre grand facteur de vulnérabilité aussi pour les femmes, c'est la charge mentale qui leur est souvent accordée. Dans le cadre d'une famille, le rôle de mère est souvent... dans le rôle de mère, toutes les tâches en lien avec la famille sont souvent accordées à la femme. C'est un lien avec la santé mentale, en fait, là, la crainte de se retrouver seule avec toute la charge. On l'entend souvent, ça en maison d'hébergement aussi, oui, je vis de la violence, mais au moins j'ai de l'aide avec les enfants, je suis pas toute seule. Fait que ça, c'est un gros facteur encore. Ils se sentent souvent dépassés. Fait que ça, nous, en hébergement, on essaie de leur redonner du pouvoir aussi là-dessus. On les aide, on va les encadrer, les référer vers des organismes qui peuvent les aider en lien avec la famille et tout ça. Là. On va beaucoup jouer comme le rôle de soutien aussi pour départager justement cette charge mentale-là, tout en accent aussi sur le fait que l'éducation de ces enfants va demeurer à la femme. T'sais, nous, on s'ingérera pas... mais en fait, tu le sais davantage vu que tu travailles en hébergement, mais on s'ingère pas nécessairement dans son éducation. Mais si un matin, il y a une femme qui se sent dépassée pour X et X raisons, ce qui est totalement normal et conséquent dans la situation qu'elle vit, en fait, on va pouvoir donner un petit coup de pouce pour préparer les lunchs des enfants. Ou... Ça, on n'est pas là pour tout faire puis jouer la mère à leur place. On est là pour être un soutien puis les aider... aussi normaliser, en fait, là, ce qu'ils vivent, parce que souvent, ils se sentent seuls. Fait que normaliser toutes les émotions qu'ils vivent, puis que ce sentiment-là d'être dépassé, puis de ne pas être à hauteur des attentes. Là. Parce qu'on sait qu'il y a une grande pression aussi à l'égard des mères. Puis, tu sais, là, on parle encore une fois en général. Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes et de papas, en fait, heureusement aujourd'hui, qui ont davantage aussi ce rôle de soutien-là, puis que les tâches sont partagées dans plusieurs familles, en fait, mais nous, on y va vraiment en général, aussi avec ce qu'on voit là, dans notre organisme, là, donc je préfère avertir, aviser, en fait. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup de pression au niveau de, justement, ce que la femme a à faire en tant que maman. Nous, on veut aussi déconstruire là, ces mythes-là qui ont été intégrés souvent par les femmes, tu sais, comme on veut aussi recentrer, puis en hébergement, ce qu'on fait, c'est qu'on va recentrer aussi sur le fait qu'elles sont femmes avant d'être maman, puis que c'est important de prendre le temps pour être la femme que t'es, puis pour prendre soin de toi aussi, pour ensuite être davantage présente pour tes enfants. Tu sais que les enfants ont des besoins, puis il faut leur répondre. Puis c'est pour ça que nous, on est quand même un très bon tremplin aussi pour les aider à retrouver là, ce rythme-là. Est-ce que c'est clair, ce que je viens de nommer? Oui, c'est ça. Souvent, quand ils arrivent en hébergement, mettons, avec leurs enfants, ils se sont oubliés. Puis en fait,
même la violence a des effets sur le rôle de mère. Ils sont moins disponibles souvent émotionnellement, sont moins présentes un peu à cause de ce qu'ils vivent. Fait que, nous, on est là pour, oui, recentrer sur elles-mêmes. Puis nos collègues en jeunesse aussi font vraiment un bon travail là-dessus, là, quant aux conséquences là, dans leur rôle de mère. Là. Totalement. Puis, tu sais, les conséquences au niveau des enfants ou de la relation mère-enfant sont davantage connues puis étudiées aussi, ce qui font en sorte que, tu sais, tous les organismes qui travaillent auprès là, des enfants, puis, tu sais, je pense au fait que maintenant, c'est un motif de compromission, l'exposition à la violence conjugale là, au sein du directeur de la protection de la jeunesse. Donc, maintenant, tous les organismes qui travaillent autour des familles puis qui gravitent autour des enfants, en fait, là, sont au courant, puis on travaille tous dans ce sens-là, en fait. Là. Oui. Donc, voilà. Donc, oui, des fois, la charge mentale va faire en sorte qu'une femme va... Tu sais, on l'entend souvent, la femme, mais pourquoi qu'elle reste là? Pourquoi qu'elle quitte pas? Pourquoi qu'elle s'en va pas? Mais la charge mentale, des fois, va quand même être un facteur qui va faire en sorte que c'est un obstacle pour elle de quitter cette relation-là, puis que ça va être davantage confortable pour elle de savoir que je vais arriver chez nous à soir, mais au moins, je vais avoir le... Tu sais, on va départager le souper, ramasser la vaisselle, la routine des enfants. Donc, tu sais, ça devient comme un peu confortable pour cette femme-là. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi, je t'encourage à... Si jamais tu vis cette situation-là, ben n'hésite pas à appeler. Puis c'est possible aussi de venir, mettons, un certain temps d'hébergement, puis voir aussi que tu es capable, en fait, là, de reprendre ce pouvoir-là sur ta vie, puis de t'as pas à vivre cette violence-là, en fait, puisque tu te sens dépassé. Là. Oui. Puis on parlait de côté financier aussi tantôt, de plus avec des enfants. Là, on sait tous que aujourd'hui, tout est rendu cher, mais avec une famille aussi, c'est dur à soutenir là, toute seule pour la plupart des femmes, en fait. Là. C'est une raison pour laquelle ils vont rester, pour avoir le soutien financier du père aussi, là, pour les aider. Là. Puis la fameuse crise du logement aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas. Donc, des fois, tu sais, ça va être, comment je pourrais dire ça, un peu épeurant pour une femme de penser à quitter son domicile si elle a une maison qu'elle paye à deux, en fait, avec son conjoint et sa conjointe, puis que ça devient comme un peu, là, épeurant. Ça donne le vertige, en fait. Oui, parce que c'est souvent la femme qui va quitter, c'est très rarement l'homme qui va quitter et qui va laisser la maison à la femme. Là. Puis c'est sûr qu'on dira que ça peut partir aussi du fait que, justement, il manque de maisons d'hébergement pour les hommes, ce qu'on va parler tout à l'heure, en fait, là, mais voilà, donc oui, c'est un autre facteur qui peut faire en sorte que ça maintient la femme dans cette dynamique-là. On a parlé un petit peu aussi à la dernière saison, mais il y a beaucoup de double standards. Tu sais, quand on parle de double standard, c'est que, mettons, tu sais, on entend souvent ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, mais un double standard, c'est un peu ce qui est bon pour Pitou n'est pas nécessairement bon pour Minou. Donc, il y a beaucoup de double standards, puis ce qu'on a discuté, puis ce que j'avais trouvé intéressant, en fait, c'est le fait que le célibat, en fait, souvent, est beaucoup mieux vu chez l'homme en société que chez la femme. Oui. Je nous explique, en fait. En fait, quand une femme va être célibataire, mettons, plus longtemps, on va entendre souvent que soit qu'elle est difficile ou que ben elle doit pas être endurable. Il y a aussi le côté de les conquêtes sexuelles, souvent qu'on le voit, en fait, un homme qui a plusieurs conquêtes, qui est séduisant, qui pogne, comme on dit, ben tu sais, lui, c'est vraiment mieux vu. Ça va être, c'est prôné, c'est un homme qui est charmeur. Qui est charmeur, c'est ça. Qui prend son temps, alors qu'une femme, souvent, on va l'entendre souvent, en fait, puis moi-même, avant d'avoir ma première relation, je me le faisais demander quand j'étais seule, on va l'entendre rapidement pour une femme, mais là, tu peux me le dire si jamais t'es aux femmes, si jamais t'es lesbienne, mais tu sais, c'est pas parce que je suis célibataire nécessairement puis que j'ai pas de chum dans ma vie que, tu sais, c'est le cas, en fait. Là. Puis c'est ça. Puis à l'inverse, une femme qui a beaucoup de conquêtes, tout ça, ça va être vu comme quelqu'un qui est, en guillemets, facile, tu sais, qui donne à tout le monde, tu sais, ça va être vraiment moins bien vu là, que pour un homme. Là. Vraiment. Et en fait, on avait trouvé un petit témoignage là, dans un journal qu'on mettra peut-être en description. Puis, tu sais, la femme elle-même qui était célibataire, elle nommait, la femme célibataire est plainte et encouragée à faire quelque chose pour s'en sortir. Comme si le célibat, c'était une anomalie ou un accident de parcours, ou comme si c'était pas normal, en fait, d'être célibataire. Alors qu'elle, elle disait que ses amis célibataires, eux, masculins, ils sont trop hauts au-dessus de leur affaire, ils prennent le temps pour se choisir, ils sont pas comme les autres hommes, tu sais, ils cherchent, en fait, puis ils veulent trouver la bonne personne. Donc, moi, ça m'a comme fait un peu réagir c'est vrai, en fait, qu'on entend souvent ce genre de propos-là. Ben, tu sais, qu'une femme est célibataire qu'elle avoir un chat, ça va être une folle au chat. Ouais. Vous voyez, c'est ce genre de mythe-là qu'on va entendre souvent, cette image-là qu'on entend, mais qui font en sorte que peut-être que pour une femme, de se séparer, mettons, rendu tu sais, quand ça fait tant d'années que tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, ça peut justement demeurer comme épeurant, comme un facteur
comment je pourrais dire ça? Mais comment tu vas te faire voir, en fait? Qu'est-ce qui va être dit sur toi? Tu sais, c'est... Ben, c'est un obstacle, en fait. Oui. Hein. C'est comme un défi un petit peu peut-être à choisir puis à mettre terme à une relation, en fait. Mhm. Puis c'est un petit peu ça aussi, c'est un peu à ça aussi qu'on sert, en fait, de déconstruire ces propos-là, ces préjugés. Puis c'est important aussi, si on les entend, ces préjugés-là, puis c'est important de prendre position puis de le nommer si on n'est pas à l'aise avec ce préjugé-là, puis de le déconstruire, en fait. Puis c'est... Tu sais, si ma voisine d'à côté m'entend dire, mettons, des propos comme ça, peut-être que si jamais elle a envie de quitter son conjoint ou sa conjointe qui a des comportements violents, peut-être qu'elle ne viendra pas vers moi, en fait, pour me le demander. Donc, c'est là qu'on voit que c'est important de prendre position devant ces commentaires-là un peu partout, en fait. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, on en parle dans notre culture, mais tu sais, dans d'autres cultures aussi. Ben, en fait, on le voit encore dans la nôtre aussi, là, c'est que la femme doit répondre aux besoins de l'homme. Donc, tu sais, la femme qui est célibataire, qui ne répond pas, tu sais, qu'il n'y a personne à qui... répondre aux besoins. Tandis que c'est ça, l'homme, comme on a dit, c'est vraiment bien vu, qui prend le temps, qui est célibataire à cause des femmes, en fait. C'est les femmes qui sont pas à sa hauteur, c'est les femmes qui cherchent la bonne, puis tout ça. Puis on avait parlé aussi là, avec le mouvement masculiniste, les incels, en fait. Le fait de justement de l'homme qui est célibataire, ben, c'est de la faute des femmes, en fait, et non pas de sa faute. Donc ça sort aussi beaucoup de la prise de conscience des comportements là, des masculinistes, en fait, là, ce qui est très dangereux selon moi, en fait. Oui. Puis, tu sais, on en parlait, ça m'est arrivé, là, justement, en hébergement avec une femme ici de l'immigration qui était arrivée ici, bref, peu importe, qui vivait un contexte de violence quand même assez grave, en fait, là. Il y avait plusieurs facteurs. Puis, je me souviens qu'elle avait demandé l'aide à sa famille, là, qui était encore dans son pays d'origine. Puis, sa mère, en fait, lui avait répondu, ben, tu vas faire comme ta grand-mère, comme moi, puis comme ta sœur. Tu as choisi cet homme-là, tu vas rester avec lui. Tu sais, que c'est beaucoup mal vu pour eux, en fait, là. Tu sais, c'est pas encore là, pas dans tous les pays, mais pour ce pays-là, en fait, là, que je nommerai pas pour les besoins de la cause, en toute confidentialité. Mais moi, ça m'avait frappé, tu sais, le fait que tu vas faire comme ta... Tu sais, je te nomme ma situation de violence, mais la culture est tellement grande puis prend tellement de place que c'est comme, ben, tu vas faire comme moi puis ta grand-mère puis ta sœur puis tu vas rester avec l'homme parce que tu l'as choisi, tu sais. Oui. Tu sais, ça nous frappe parce qu'on est peut-être moins habitué à ça, c'est peut-être moins commun ici, mais pourtant, il y en a ici que c'est encore comme ça, là. Puis dans les faits, en fait, toute femme devrait avoir le droit de quitter une relation de violence, en fait, tu sais, culture ou pas. Mais encore une fois, c'est important de le véhiculer puis d'en parler puis de prendre, tu sais, de les nommer aussi, là, tu sais, ces femmes-là, en fait, qui arrivent d'autres pays, qui arrivent ici, puis on va en parler dans un prochain épisode, tu sais, les droits ici, puis justement, ces droits-là à quitter une relation, à divorcer ou peu importe, ben ils sont pas nécessairement connus, donc c'est important d'en parler, là. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire aussi avec le balado. Oui. D'ailleurs, on parlait de culture, mais à l'échelle mondiale, là, c'est quand même une femme sur 3 qui a été victime de violences conjugales ou de violences sexuelles dans sa vie, en fait. Ce pourcentage-là, en fait, ça représente 736 millions de femmes environ dans le monde entier. Puis cette proportion-là, on a déduit, en fait, par les recherches que c'est environ 18 fois la population du Canada. C'est immense. Puis ce qui est terrible aussi, c'est que ça, c'est ce qui a été déclaré. Fait que, il y en a plein là-dedans il y en a plein qui sont pas regroupés dans les statistiques, là, en fait, qui vivent cette réalité-là aussi, là. Totalement. Qu'est-ce qui est différent en 2025, là, pour la violence basée sur les genres? C'est quoi qui la maintient? Oui, ben on sait que la violence basée sur les genres, ça dure depuis... Toujours. Puis qu'on a des chères pionnières, en fait, qui ont fait en sorte qu'ils ont travaillé pour les déconstruire, pour les dénoncer, pour les revendiquer, puis on leur en est éternellement reconnaissant. Ben, tu sais, selon nous, en fait, dans notre expérience de travail, tu sais, il y en aura d'autres des facteurs aussi, mais un des principaux facteurs qui maintient cette violence-là, selon moi, c'est la technologie. Tu sais, on sait la fameuse technologie. Aujourd'hui, c'est quand même facile pour une personne auteur de violence de suivre sa personne victime, en fait, la personne sur qui il y a de l'emprise 24/7, 7 jours sur 7. Tu sais, juste les géolocalisateurs sur les téléphones, sur les autos. Tu sais, la map Snapchat maintenant qui est clairement, le Snapchat qui est une application, en fait, là, surtout pour les Gen Z. Donc, il y a une carte, en fait, où tu peux voir où se situent tes amis s'ils ont activé leur localisation. Avant, c'était un peu comme free for all. C'était un peu... on voyait pas nécessairement précisément où était la personne, mais l'autre fois, pour vrai, là, genre, je checkais comme... Pour le fun, j'ai pas ma map sur Snapchat, mais je checkais pour le fun, puis on voit littéralement la maison, mettons, c'est rendu quoi? Très précis. Tu as les images de la rue, les maisons, tu sais, c'est ça, l'Internet rend tout plus accessible, rend tout plus anonyme aussi. Fait que, tu sais, en plus de faire vivre de la violence, mettons, au domicile, dans la maison, tu sais, ça peut être aussi
que ça se poursuive, là, quand monsieur est au travail, quand il est ailleurs. Totalement. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, avant, pour une femme qui avait, tu sais, quand on n'avait pas de téléphone, quand on n'avait pas, je m'exclus clairement, Ouais, parce ça. que Pas nous. quand on avait, quand les gens n'avaient pas de téléphone, puis qu'ils quittaient pour le travail, ben, tu sais, c'était un peu comme une certaine, là, je vais le dire comme en bon, tu sais, entre guillemets, encore une fois, mais une pause un peu de cette dynamique-là qu'ils vivaient à la maison. On sait que c'est faux parce que les conséquences se traduisaient quand même partout où ce qui allait. Mais, tu sais, on va dire, en fait, elle avait comme la paix un peu, maintenant 8 heures par jour, c'était un chiffre de travail. Mais tu sais, maintenant, avec le téléphone, il y en a beaucoup qui c'est comme, mais si tu réponds pas à la seconde, ça va être une poignée de bêtises ou ça va être le conjoint ou la conjointe va se présenter sur le lieu de travail pour vérifier si t'es vraiment là. Donc, la surveillance peut se continuer, en fait, là, 24/7. Donc, ce qui est un peu différent, mais qui est encore plus difficile et dangereux, selon nous, puisque ça maintient vraiment dans cette dynamique-là. Puis c'est un peu ce qu'on va travailler aussi avec les femmes qui vont arriver en maison d'hébergement, tu sais, là, de vérifier là, la localisation, justement, tu sais, de les sensibiliser à ce risque-là. Tu sais, on l'entend des fois qu'il y en a qui c'est ma décision, c'est plus prudent selon nous, mais oui, ça se peut, en fait, c'est possible, mais de tout le temps vérifier aussi l'intention de l'autre ou ton intention à toi, c'est de surveiller l'autre 24/7 puis justement de le priver de sa liberté, tu sais. Si jamais tu vois qu'il passe par un chemin différent en revenant du travail, ben là, il va-tu manger une coche en revenant? Ben, il ou elle va-tu manger une coche en revenant parce que tu as utilisé un chemin différent? Tu sais, c'est là que ça devient problématique, en fait, là. Oui, tu sais, juste les textos, en fait, là, on en voit beaucoup ça aussi en maison d'hébergement, là, des conjointes qui textent, qui écrivent tout le temps, puis la personne se sent obligée de répondre, parce que si je réponds pas, ça va être pire, il va se fâcher, tu sais, ça va être quoi les conséquences, là? Puis, tu sais, le fait que, justement, l'information est facile à aller chercher, puis rapidement, en fait, là, tu sais, je peux voir avec qui t'es ami sur Facebook, tu sais, donc, tu sais, par exemple, un conjoint pourrait voir si sa conjointe ou son conjoint, ou peu importe, là, a un nouvel ami masculin ou une nouvelle amie masculine, ça fait pas son affaire, pouf, ça peut être comme un élément déclencheur ou ce qui va avoir, justement, l'agression, tu sais, dans le fameux cycle qu'on parlait, là, qu'on parle souvent, en fait, qu'on avait parlé dans la dernière saison. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un peu... Ben, en fait, là, l'Internet aussi a beaucoup de conséquences sur les violences sexuelles, en fait, qui sont accrues avec ça, là. Juste de recevoir des messages non sollicités, des photos non sollicitées, c'est quelque chose là, qu'on voit de plus en plus qui est malheureusement vraiment présent, là. Puis, tu sais, on pourra aussi en parler dans un prochain épisode, mais l'exploitation sexuelle, maintenant, par les technologies, c'est quand même une grande plaque tournante aussi, là, de cette... grave problématique-là, ce grave enjeu, en fait, là. Oui. Encore une fois, comme on en met tantôt, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui font en sorte que c'est davantage difficile pour une femme de quitter, justement, l'inflation, la crise économique, la crise de logement, etc. Donc, c'est ça un peu selon nous, selon nos observations, ce qui fait que c'est différent en 2025 d'avant. Donc, je dis pas que c'est pire, je dis pas que c'est moins pire, mais c'est encore présent, en fait. Oui. Tu sais, quand on s'y attarde davantage, la violence basée sur les genres puis sur les sexes, on parle juste là en ce moment, nous, de femmes versus hommes, mais tu sais, on connaît aussi les impacts que ça a sur la communauté. Je te laisse la dire. Sur la communauté 2SLGBTQIA+. Pardonnez-nous si jamais il manque une lettre ou qu'il y en aura une. Notre mais le plus est là un peu pour ça, je pense, en fait. Là. Oui. Donc, tu sais, dans tous les messages médiatiques, en fait, qui réduisent ces personnes-là, tu sais, on a entendu parler de la fameuse... autour des drag queens, par exemple. Mais ça en fait partie aussi des violences qui sont basées sur le genre en 2025. Là, c'est une autre forme. On en voit passer des blagues là-dessus, tu sais, des photos, tu sais, le monde rit de tout ça, mais... Ça en est de la violence aussi là, sur cette communauté-là. Là. De là, encore une fois, la part des technologies dans tout ça, en fait. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, je viens de penser, il y a la technologie, il y a des impacts aussi au niveau de, tu sais, mettons, au niveau du processus judiciaire, qui est déjà difficile, en fait, pour une femme de dénoncer, de faire le processus judiciaire, qu'on pourra parler aussi dans un prochain épisode. Mais en fait, tu sais, par rapport aux conditions qui sont émises souvent dans ces dynamiques-là, lorsqu'il y a une atteinte là, réelle à la sécurité de la personne, là, je vais aller avec la femme, vu que c'est avec la femme que je travaille, en fait. Mais les bris de conditions passent davantage, tu sais, par les technologies aujourd'hui. Tu sais, avant, un bris de condition tu peux pas t'approcher de la maison de la personne, de la résidence de la personne ou à tant de mètres, à tant de kilomètres. Ben, si je l'aperçois, je le signale. Tu sais, c'est plus simple. C'est plus simple de prouver il était chez nous. Tu sais, c'est parce qu'il brisait ses conditions. Maintenant, par téléphone, tu sais, des fois, on va le voir qu'un bris de condition peut aller jusqu'à un virement Interac. Un virement Interac dans lequel la personne va écrire dans le message destinataire quand on fait un virement Interac.
Et ça n'est un bris de condition, en fait, Oui. parce que c'est passé un message via, en fait, là. Oui. Texter l'entourage, texter les amis, envoyer des invitations sur Facebook, ça, on le voit aussi souvent, là. Puis ce qui vient, tu sais, ce qu'on a vu aussi dans des situations avec lesquelles on a travaillé, des posts Facebook, mettons, des publications Facebook qui sont pas nécessairement dirigées envers la personne en tant que telle, donc envers la personne victime, mais que, tu sais, quand tu le lis comme il faut, tu sais très bien que c'est un message qui est passé un peu comme voilé à la personne, en fait. Donc, c'est ce qui complique un peu les choses aussi. Tu sais, il y a bien des bienfaits à la technologie, on peut pas se le cacher, tu sais, je veux dire... juste à job, en fait, avec les notes et tout. Dieu merci qu'on ait des plateformes puis un ordinateur. Ça, à moins, ça me tenterait pas tout le temps. je l'aurais fait, là. Je l'aurais fait, mais là, je suis pas obligée. Mais voilà. On vient de parler un petit peu là, du portrait de la situation des victimes de violences, la différence entre les genres, dans la communauté aussi, la communauté qu'on vient de nommer, en fait. Donc, mais il y a aussi une grande différence dans la forme de violence qui est utilisée et qui est vécue aussi selon les sexes. En fait, là, ce qui ressort beaucoup des statistiques, c'est que les hommes vont être plus portés à user de violence. Les femmes, quand elles vont user de violence, ça va être souvent de la légitime défense. Les hommes aussi, la violence va être plus souvent physique que ce qu'on voit là avec les femmes. C'est un peu ce qu'on déconstruit aussi dans des situations qu'on rencontre. Quand la femme, des fois, va avoir réagi par de la violence physique, puis là, je parle vraiment de certaines situations, je généralise pas, puis ça va arriver que la femme va utiliser de la violence, en fait, physique. Mais c'est ce qui est prouvé aussi, en fait, que, comme tu viens de le nommer, que les motifs derrière la violence, et je dis pas la cause, parce que j'aime pas utiliser ça, mais les motifs derrière la violence, souvent, sont pas les mêmes. L'homme, c'est surtout pour prendre le contrôle, pour prendre l'emprise, pour priver, versus la femme, des fois, ça va être être davantage réactionnel puis situationnel. Donc, c'est pour réagir un peu comme tu viens de le nommer par légitime défense. Puis ça fait un lien aussi avec pourquoi on voit beaucoup plus de ressources pour les femmes d'aide et d'hébergement. C'est que c'est vraiment la violence, en fait, là, qui est utilisée par les hommes est beaucoup plus dangereuse physiquement, habituellement, là, pour les femmes. Puis, tu sais, ça fait du sens, en fait, avec SOS Violence conjugale, les demandes d'hébergement de femmes qui ont reçu, c'est environ 19 300 dans la dernière année, puis ils ont dû en refuser près d'une demande sur 2. Ce qui est un peu terrible, en fait, on va se le dire. Quand les demandes sont pas refusées, en fait, là, c'est sur des listes d'attente. Là. Présentement, environ 60 maisons là, qui ont des listes d'attente pour les services externes. Nous, à la maison, on n'a pas encore de liste d'attente, par exemple. On peut se considérer chanceuse pour ça, tu sais, qu'on puisse offrir de l'aide quand même, là, pas mal à tout le monde, toutes les demandes qu'on reçoit. Là. Puis ce qui est un peu crève-cœur aussi pour nous, pour les organismes qui travaillent auprès des victimes de violences conjugales, en fait, parce que ça n'a jamais été dans la mission ou dans les valeurs des ressources d'avoir une liste d'attente. Tu sais, je comprends que dans d'autres milieux, il y en a des listes d'attente, puis ça a toujours été normal. Fait que peut-être que pour d'autres, c'est comme, c'est normal qu'il y ait des listes d'attente. Pourquoi qu'ils crient au effort qu'ils ont des listes d'attente? Tu sais, nous, je pense, mettons, au réseau institutionnel, il y a des listes d'attente dans tous les services et des listes d'attente de, en fait, ça fait longtemps. Là, donc, mais nous, en fait, c'est que notre mission première, c'est de mettre les femmes et les enfants en sécurité. Donc, tu sais, c'était comme un peu inconcevable pour, tu sais, je dis pour nous, pour, en fait, les maisons, en fait, c'est un peu illogique qu'un service d'urgence comme de l'hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants ait besoin d'avoir des listes d'attente, de mettre des personnes en situation d'urgence puis de danger en attente. Totalement, en fait. Puis, tu sais, un petit peu comme tu le mentionnais, nous, présentement, on n'a pas de liste d'attente. Puis, en fait, moi, je t'encourage à toujours téléphoner, puis on va te référer au pire vers d'autres ressources. Si jamais en hébergement, on est en manque de place, en fait, qu'on n'a pas de disponibilité, on va te référer vers d'autres ressources dont on les connaît, puis on fait affaire avec les maisons d'hébergement, mettons, de la région ou même ailleurs. Donc, n'hésite pas à appeler. Arrête-toi pas au fait que tu as entendu, mettons, dans le balado Fidèle au poste, dans la radio ou sur Internet qu'il y a des listes d'attente. N'hésite pas à téléphoner. Puis nous, ensuite, on te référera vers d'autres ressources si jamais le délai est trop long ou peu importe. Mais on s'adapte très, 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 très bien en maison d'hébergement, en fait. Là, puis on se vire, comment on dit ça? On se vire d'abord sur un discerne. C'est ça qu'on dit? Pas mal ça. Bon, c'est le même qu'on dit. Fait que, tu sais, souvent les délais sont très rapides. Tu sais, je parle pour, mettons, moi, en externe, souvent, ça va être très rapide qu'on va offrir des rencontres aux femmes. Donc, n'hésite pas à téléphoner si jamais
Ça te parle, ce qu'on vient de nommer, en fait. On l'a vu passer aussi sur les réseaux. Ben, peut-être que vous l'avez pas vu passer, là, mais sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a une campagne de SOS violence conjugale et du regroupement des maisons, en fait, là, qui disait que c'est ça, les 3 derniers budgets du Québec ne comportent aucun argent neuf pour les maisons d'aide et d'hébergement. Fait qu'il y a encore pas de budget là, pour les maisons. Puis ça, c'est un facteur aussi là, qui nous aide pas, là. Surtout considérant que les durées de séjour, tu sais, avant, mettons, avant, encore une fois, je n'étais pas là, mais tu sais, juste, on recule de, tu sais, nos collègues, mettons que ça fait 15 ans qu'ils travaillent et plus, 30 ans, les séjours, souvent, ça allait comme de quelques semaines à 2 mois maximum. Moi, c'était comme 2 mois, c'était les plus gros hébergements, tu sais, à cette heure, 2 mois, là, c'est vraiment la moyenne. Ouais, puis même à ça, tu sais, on a eu des hébergements jusqu'à 6 mois, donc, tu sais, c'est sûr qu'on est un hébergement temporaire, qu'on va dire, à la base, mais on s'adapte aussi là, aux réalités en 2025, au fait que, oui, avant, c'est vrai que c'était possible pour une femme de venir en maison d'hébergement, de faire une demande de OMH, de logement à prix modique, puis d'avoir son logement 2 semaines plus tard. On va se le dire, aujourd'hui, c'est pas nécessairement réaliste. En fait, ça l'arrive, mais c'est pas réaliste. Ça fait un lien avec tout ce qu'on disait tantôt, là, les facteurs de vulnérabilité, là, en fait. C'est ça, la crise du logement, les moyens financiers qui sont moindres aussi, là. Fait que souvent, les hébergements, oui, ils sont plus longs, là. Totalement. Puis, tu sais, c'est un petit peu ce que, comme on nommait tantôt, parce que, tu sais, ça m'a fait réfléchir quand tu as dit, c'est un petit peu pour ça qu'il n'y a pas nécessairement de maison d'hébergement pour les hommes victimes de violences, là. Mais ça, c'est en région. Je sais que, je pourrais pas vous dire l'endroit, mais maintenant, il y en a des maisons pour les hommes victimes, mais c'est qu'on en parle moins, il y a moins de lits probablement là, que dans certaines maisons d'hébergement pour les femmes. Mais tu sais, ça fait un peu du sens avec le fait que aussi les féminicides sont beaucoup plus fréquents. En fait, les homicides, sont beaucoup plus fréquents chez les femmes, donc on parle davantage de féminicide que d'homicide en contexte de conjugal, en fait, là. Donc, tu sais, outre aussi le fait que la violence souvent est considérée comme plus dangereuse, en fait, elle n'est pas considérée, elle est prouvée comme étant plus dangereuse commise par les hommes versus commise par les femmes. Il y a aussi un lien à faire avec les déclarations de violence vécues. Tu sais, on sait dans quel monde on vit aussi. En fait, tu sais, on va avoir des nouveaux services, avoir des nouveaux programmes en fonction des besoins puis des demandes qui vont avoir été faites par le public. Donc, si on ne demande pas nécessairement, c'est pas qu'il n'y en a pas, en fait, là, mais tu sais, on sait aussi qu'il y a des enjeux supplémentaires aussi, là, à la demande d'aide aux hommes, puis ça, je laisserai nos collègues, en fait, là, au service pour hommes en parler, considérant que c'est moins dans notre expertise, mais on avait parlé dans l'épisode, je vais le rappeler, épisode 6 avec Sébastien Ouellet dans la saison 1. En fait, la masculinité telle elle est connue, ça apporte son lot d'enjeux pour un homme du fait de vivre de la violence. Déjà, pour une femme, il y a une honte au fait de vivre de la violence, il y a une culpabilité qui s'installe, puis les femmes, souvent, qui vont être victimes de violence, vont se responsabiliser même de cette dynamique-là. En fait, ce que nous, on va déconstruire en maison d'hébergement. Mais ça peut être aussi la même chose pour les hommes qui en vivent. Donc, puis il y a une honte supplémentaire, donc la peur d'en parler, la peur d'arriver aussi à une porte qui est fermée ou de se faire dire non dans un service. Donc, c'est tous des enjeux qui vont faire en sorte que la demande, souvent, c'est plus complexe pour... en fait, il y a des enjeux aussi au niveau des femmes, là, ça, on se le cachera pas, mais c'est plus complexe souvent pour les hommes, ce qui font qu'ils n'iront pas nécessairement. Donc, la demande n'est pas nécessairement là, ce qui va faire en sorte que ça va complexifier aussi le fait de mettre des ressources en place. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Puis, tu sais, en fait, souvent, quand la demande d'aide est faite, tu sais, il est minuit moyenne, là. C'est le temps, tu sais, la détresse est trop grande. Souvent, les hommes vont attendre à la dernière minute de vraiment pas aller bien avant de demander de l'aide, là. Voilà. Donc, tu sais, selon notre analyse à nous, en fait, vraiment, là, basée sur aucune statistique quelconque, c'est mon analyse, là, moi, Marianne Richard, intervenante à la maison de secours, tu sais, je pense que justement, le fait que la demande est moins là, tu sais, le budget, il est pas non plus. Fait que ça fait du sens, ça, je pense. C'est une conclusion. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais, tu sais, oui, au niveau des féminicides, en fait, les femmes et les filles, encore une fois, en 2023, ils ont été victimes de féminicides, en fait, de façon disproportionnée par une personne qu'elles connaissaient, une personne, un partenaire intime, par exemple, ou bien un membre de la famille, tu sais, ce qui est beaucoup. Versus les hommes, lorsqu'ils vont être tués, en fait, ça va être davantage par une personne avec qui ils ont une relation plus éloignée. Donc, mettons, une connaissance, un ami, un étranger. Sinon, je parle, tu sais, davantage aussi dans le crime organisé, on va dire. Tu sais, c'est moins dans les contextes intimes puis les contextes relationnels là, et familiaux. Donc, en 2020, par exemple, la proportion des femmes qui ont été tuées par son conjoint ou un partenaire intime, c'est plus de 8 fois supérieur à celui des hommes, ce qui est énorme.
Puis ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'on entend parler à toutes les années de féminicides, on les compte chaque année, mais tu sais, au 1er janvier, ça revient pas à zéro, là. On s'en rappelle de ces femmes-là, puis il y en a à toutes les années, là, puis c'est important de s'en rappeler, là. Totalement. Puis, tu sais, en fait, ben là, tantôt, on disait qu'on était dans les 12 jours d'action, mais tu sais, pas vous mentir qu'on a on enregistre un petit peu plus tôt. Donc, à ce jour, en fait, là, en octobre, on est déjà à 15 féminicides depuis le début de 2025, dont 9 en contexte de violence conjugale. Donc, tu sais, on voit que, justement, on le voit par les statistiques, le fait que ça prédomine dans les contextes familiaux et conjugaux. Oui, ça, c'est les féminicides qui ont été perpétrés, mais au début du mois d'août, il y a eu 3 tentatives de féminicide là, qui ont été perpétrées par des hommes dans des contextes de violence conjugale, dont 2 qui ont été remis en liberté. Puis, tu sais, ça, c'est pas rare qu'on le voit. Puis, on l'a vu dans les dernières semaines, aussi, derniers mois, des hommes qui ont commis des féminicides qui ont été libérés. Des bris de conditions, des hommes qui ont brisé plusieurs conditions qui ont été libérés aussi, là. Puis, tu sais, on va le rappeler aussi que nous, la plupart, ben, je pense à nous deux, mettons, Jade, entre autres, et la plupart des intervenantes, ben, quelques intervenantes, là, à la maison, puis dans d'autres ressources aussi. Tu te demandes ce que je vais dire? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans d'autres ressources également, là, dans d'autres organismes communautaires et organisations, je vais le dire. On est formé aussi, là, au niveau de la prévention dans les homicides conjugaux. On aura aussi, on dirait que j'ai spoilé tout, on est la première épisode, donc voilà, mais on aura aussi un épisode, là, avec une personne qui a une très grande expertise, en fait, au niveau de la prévention des homicides conjugaux. Donc, on est formé. Donc, tu sais, si jamais tu as une crainte X pour ta vie, en fait, ben là, à la base, appelle les polices. Appelle-moi pas, là. Appelle les polices, c'est la première étape. Mais, tu sais, on travaille aussi là, à les prévenir puis à mettre... notre mission première, je le répéterai tout le temps, c'est de mettre la femme en sécurité, en fait. Oui, là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en hébergement aussi, justement, l'évaluation, là, concernant le risque de danger là, pour les homicides, là. Fait que, tu sais, c'est de se rappeler, en fait, que la violence, justement, on n'invisibilise pas le fait... J'ai réussi à le dire. On n'invisibilise pas le fait que c'est aussi présent chez les hommes. C'est le fait aussi que c'est vécu différemment, c'est fait différemment également. Puis que, ben, il y a des ressources, en fait, pour chacun. Donc, tu sais, n'hésite pas, en fait, si t'es un homme, n'hésite pas à téléphoner au CRH Optimum. Leur porte est autant ouverte. Puis si jamais, ben... ta première pensée en nous écoutant, c'est de nous appeler nous, ben c'est correct, puis on te référera également. Puis si t'es une femme, en fait, ou un proche d'une femme que tu crois en danger ou victime d'une forme de violence, en fait, n'hésite pas non plus à nous téléphoner, là. Je vais réutiliser l'expression qu'on vient de nommer, mais on n'attendra pas d'être à minuit moins une, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est là, puis on est là 24/7, comme Jade le nommait tout à l'heure, donc n'hésitez pas. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, puis on se revoit dans le prochain épisode. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.